Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas et je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois un humoriste qui a su être créatif dans je veux pas dire cette quarantaine à nouveau, mais plutôt ce reconfinement partiel, si je peux dire, avec ses capsules. J'ai remarqué fait que tout le monde, Radi. Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va, ça va. Salut à tout le monde, déjà, tous ceux qui nous regardent. Et ouais, non, c'est gentil comme description. J'ai réussi à être un peu créatif, ouais. Ben, c'est que on vit quelque chose que... Tu sais, la première fois que c'est arrivé, personne Mhm. n'avait jamais connu ça. Non. C'est vraiment une grosse quarantaine, puis tu sais, une pandémie mondiale comme ça, puis on est encore dedans. Donc, qu'est-ce qui est weird, c'est que, en ce moment, on est dans une phase, c'est que tout le monde a eu un regain d'espoir. C'est clair. Puis on dirait qu'en rentrant en C'est retombé. semi-confinement, Mhm. on dirait que les gens ont pas eu le même élan créatif que la première fois. Fait que j'aime ça voir qu'il y en a encore qui y croient. On va divertir les gens. Puis, fait que ça m'a bien fait sourire quand j'ai découvert les capsules. C'est gentil, c'est gentil. Bah, pour la petite histoire, moi, je suis arrivé juste avant le premier confinement. Juste avant, je suis arrivé à Montréal. Je suis arrivé à Montréal le 15 mars. Ok? Et le Bitlet, tout était fermé. Donc, ce qui fait que j'étais venu dans l'idée de jouer, principalement de monter sur scène, d'écrire du stand-up et de jouer le plus possible. Mais comme il y avait plus rien, il y avait plus rien, j'ai juste eu l'occasion en fait de me reconcentrer sur l'écriture. Mais j'avais pas comme beaucoup de monde l'historique, le bagage pour écrire, créer des choses. Tu vois, je venais d'arriver dans un endroit, dans un pays totalement nouveau, donc j'ai pas eu cet élan Ouais, créatif mais la première fois. là, je t'arrête, on y reviendra. Mais Ouais. je veux juste, pour bien comprendre, je vais y aller dans mon ordre habituel. C'est une Vas-y, question d'ouverture. vas-y. T'es natif de où? Exactement, là. Tu sais, on se doute que t'es natif probablement de la France. Ouais, je suis né en Mais France. où exactement en France? Je suis né dans une petite ville qui est juste à côté de Lille, dans le nord de la France, qui s'appelle Armentières. Ok. Et c'est à la frontière avec la Belgique. Donc c'est vrai que j'ai cette triple culture parce que mes parents sont marocains. J'ai grandi à côté de la Belgique, donc j'ai passé beaucoup de temps. Et je suis né en France et j'ai vécu sur Paris. Donc ouais, c'est un petit mélange Ok, de ok. Fait que un français semi-parisien, mettons. semi-parisien. Ouais. J'ai pas l'accent du Nord, tu sais, l'accent ch'ti, parce que dans le nord de la France, on a un accent ch'ti qui ressemble d'ailleurs à l'accent québécois. Enfin, c'est nous qui avons un accent français. Donc ici, qui ressemble au québécois. Et du coup, ouais, donc du coup, il y a des expressions, il y a des manières. Quand vous parlez, voilà, ça me parle, ça vient me chercher parce que c'est comme ça qu'on parle dans le nord de la France. Ça heurte moins ton oreille, peut-être, Exactement, ou exactement. pour exemple, quand t'écoutes la TV québécoise, est-ce que Mhm. tu mets le sous-titrage? Mais déjà, il faudrait que j'ai une télé. J'ai pas la télé et je regarde pas très souvent la télé. D'ailleurs, j'en ai fait un numéro où je dis que la seule chose que j'ai vue au Québec, c'était un dimanche chez des amis et on est tombé. C'était ma première émission québécoise, c'était OD, votre émission de dating Occupation Double. Et voilà, c'est mon premier contact audiovisuel avec le Québec. J'en ai fait un numéro, mais quand j'écoute, ouais, ça me choquait pas. Non, mais OD, c'est tellement peu représentatif de notre culture et ainsi de suite. Ah C'est... bon? Je pense le Ben, contraire. ben oui, c'est représentatif, mais c'est tellement... En tout cas, moi, je trouve personnellement que c'est de la bicherie, puis... Tu sais, C'est c'est pas acté, c'est pas stagé, mais c'est juste tellement... écrit. Des gens sortis de leur contexte que Ouais. c'est pas Ces gens-là, un reality show, vraiment, là. ces gens-là n'existaient pas dans la vraie vie. Enfin, alors, ce mode de vie n'existait pas dans la vraie vie, tu sais. Six beaux gosses et six super canons qui vivent dans une grande villa de luxe, ça n'existe pas, tu vois. Donc c'est pas la réalité, je pense. Ouais, t'as raison. Ouais, donc voilà, le Québécois ne vient pas me heurter mon oreille. Je saisis à peu près tout. Ok, fait que c'est ça, tu me disais que t'es arrivé quand même tout récemment au Québec, ou plus à Montréal, ou vraiment au Québec, là? À Montréal. Ok, ben, tu sais, t'étais-tu ailleurs au Québec, ou t'es vraiment parti de Paris l'hiver dernier, là? En fait, c'est un peu plus compliqué. J'avais des activités en Pologne.
c'est-à-dire pendant 7 ans. Et j'ai tout arrêté. Et je voulais revenir à l'humour, donc je suis passé par la France quelques mois pour organiser ma venue ici. Et je suis venu. Donc j'ai fait un petit stop à Lille, pas à Paris, mais à Lille, pendant 4-5 mois. J'ai organisé mon séjour ici. Et après, je suis venu et il y avait toutes ces histoires de pandémie pendant que j'organisais mon truc. Donc j'étais un peu en stress, je savais pas comment ça allait se passer. Et quand je suis arrivé, 2 jours plus tard, c'était plus possible de voyager. Donc je me suis retrouvé bloqué ici. Ouais, squeezé. J'ai une question rapidement. Quand tu dis Lille, c'est-tu l'île de Paris ou... Non, c'est Lille, c'est une ville qui s'appelle Lille, ça s'écrit Okay. L-I-2-L-E. C'est la capitale du nord de la France. Ok, là, tu viens d'ajouter tellement à ma culture que... T'as vu ça un peu? Comment? T'as vu ça un peu? Je suis utile, hein? Je suis drôle et utile, non? Ouais, ben, tu sais, c'est un beau mariage entre la comédie et joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça. C'est le but. non, mais je veux savoir, là, tu t'es envenu. T'avais en tête de te lancer en humour ou peut-être de reprendre l'humour. Mais Oui, reprendre. pourquoi Montréal? J'ai fait de l'humour il y a à peu près 20 ans déjà, Okay. à Paris. À l'époque, j'en avais fait 7 ans, à peu près 7 ans, et j'ai arrêté parce que j'ai une famille, tout ça, donc il fallait que je fasse de l'argent, tout ça. Donc c'était cool, ça a marché, mais pour une personne, pas pour une famille. Et j'ai tout arrêté pendant à peu près 14 ans. Et je m'y suis remis en fait après ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. J'ai eu des petites choses personnelles qui se sont passées et grosse remise en question. Allez, on se remotive et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Voilà, gros questionnement personnel. Et en fait, la vérité, c'était que j'ai toujours adoré l'humour, j'ai toujours voulu faire ça et je m'y suis remis. Et Montréal, c'est tombé comme une évidence parce que je voulais pas repartir à Paris parce que j'ai commencé avec des gens à l'époque qui aujourd'hui, c'est des gros noms de l'humour en France. Et il y avait une petite question d'ego, tu sais, je voulais pas repartir à Paris, recommencer à zéro en mode open mic, parce que c'est sûr qu'on se serait vu, c'est sûr qu'on se serait croisé. Non, mon idée c'était de travailler mon stand-up dans l'endroit après Paris où le stand-up est le plus représenté, le mieux représenté, avec un gros potentiel de travail. Et l'évidence c'était Montréal. Une ville de région en France, c'était un peu compliqué parce que il n'y a pas assez d'audience, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de public. Et juste après Paris, pour moi, la deuxième ville en stand-up francophone, c'est peut-être même la première parce qu'en termes de niveau, pour avoir fait les deux, je peux dire que à Montréal, le niveau est plutôt élevé. Et donc voilà, c'était une évidence venir à Montréal et pas loin de New York, la ville du stand-up. Enfin, toutes ces choses ont fait que pour moi, Montréal, c'était évident. J'ai là. Dis-moi là si t'es pas à l'aise d'aller là, mais j'ai l'impression que c'est une culture que. Tu sais, on dit que au Québec, on a 12 ans de retard sur les États-Unis normalement, tu sais, en moyenne. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose par rapport à la France, que il y a beaucoup de retard sur la culture humoristique, peut-être. C'est la culture du stand-up, peut-être pas le côté humoristique, tu sais. Le stand-up, ouais. T'sais, de vaudeville pis tout ça, jamais je créerais que vous êtes en retard sur le Québec ou quoi que ce soit, là, mais... Il est très fort en sketch, en personnage. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris en 1999, c'était vraiment le standard. C'était ça qui se faisait. C'était du sketch. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire du stand-up. Je sais pas pourquoi, mais il y avait aucun endroit où en faire. Donc pendant 2 ans, 3 ans, j'ai dû faire des sketchs, pareil. J'ai joué des personnages, quatrième mur. Et ensuite, il y a le stand-up qui est arrivé avec notamment des shows qui ont été créés, des shows hyper underground. Mais ensuite, il y a eu le gros show de Jamel Debbouze qui s'appelle je me souviens même plus. Je l'ai fait en plus, j'ai fait la saison 2 à la télé. Bref, et donc ça a été le gros show à la télé qui a fait que ça a démocratisé le stand-up. Mais il y avait déjà énormément de stand-uppers ici à Montréal. Après, il y a eu une seconde vague, une première vague, une seconde vague, une troisième vague de stand-uppers. Et ça commence un peu à se développer. Et d'ailleurs, la plupart des bons stand-uppers de la deuxième vague et de la troisième vague viennent à Montréal chaque été, quand il n'y avait pas la pandémie, pour travailler leur stand-up. Et il y a une vraie connexion entre certains humoristes de Montréal et certains humoristes qui ont déjà un nom et une notoriété à Paris, quand c'est pas des humoristes français qui sont venus travailler ici pendant plusieurs années, comme Roman Frécinet, et qui repartent en France pour jouer.
Ok. Excuse-moi. Là, tu m'as nommé un nom que j'essaie de remettre en contexte, puis regarde, ça m'échappe complètement si ça me dit rien. Mais, pardon, faut que j'arrête de boire du café, de le caler avant de faire les enregistrements, sinon j'ai des reflux au bout. Mais bon, j'ai jamais ma leçon, fait que on fait avec. Non, mais tu dirais, comment est-ce que tu dis avec ça, arriver, tu sais, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même un gros bagage humoristique, Mhm. peut-être plus en France. C'est quoi le feeling? Comment est-ce que le milieu de l'humour au Québec t'a abordé quand t'es arrivé avec peut-être un gros bagage? Tu Mhm. sais, que tu veux pas le mettre nécessairement de l'avant. Tu sais, comment est-ce que les gens vivent avec ça? Comme, Bah, est-ce que t'as de la facilité à t'intégrer dans le milieu humoristique au Québec ou? franchement, même moi, je suis super étonné. Ça a été hyper facile parce qu'il y a eu beaucoup de bienveillance. En fait, quand je parlais un peu de mon histoire, eh ben ça allait chercher les gens. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné de super bons conseils, qui m'ont même fait jouer, alors que bah, j'étais pas nécessairement la priorité dans les plateaux, dans les shows d'humour. Donc, franchement, je venais avec aucune idée en particulier, mais un plan dans ma tête. Il fallait que j'écrive, il fallait que je joue, et il fallait que je montre ma tête, et il fallait que, pas que je prouve, mais que, voilà, il y a que la méritocratie qui fonctionne. Mais j'ai eu ce petit avantage, en fait, de l'affect avec mon histoire qui a fait que, avant la méritocratie, eh ben, il y a eu ce petit côté affect. Et au-delà de ça, ils connaissaient un peu mon nom parce que quand j'ai fait le Jamel Comedy Club, c'était l'émission dont je te parlais, Mhm. la saison 2, il y a beaucoup d'humoristes que j'ai rencontrés ici à Montréal avec qui au début je parlais sur les réseaux. Ils m'avaient vu. Ok. C'était un sketch de 5 minutes, mais qui a eu un petit peu de résonance sur cette génération-là, qui a 22 ans aujourd'hui, 23 ans. Du coup, ça a été un peu plus simple parce qu'ils savaient que j'avais fait des choses et que j'avais arrêté, que je revenais. Donc, au-delà de la méritocratie, il y a eu cette bienveillance qui m'a permis de jouer à l'Abreuvoir, au Clébar, au Bordel, dans tous ces clubs-là où c'est à la base un peu compliqué de jouer. Il y a aussi, comme c'était un peu le confinement, il y a Lucas Boucher qui m'a laissé ma chance aussi dans le festival au parc, Mhm. au parc. Donc c'était vraiment cool de pouvoir jouer. Et en plus, derrière, vu que je fais que ça, moi, vraiment, c'est mon objectif, c'est ma life, c'est ma mission de vie. Donc je travaille tous les jours. Forcément, derrière, je me suis dit, je vais ouvrir ma soirée. Et j'ai ma soirée aussi tous les jeudis, quand c'est pas le confinement. Mais ça s'est fait, pour revenir à ta question, assez facilement. Je vais pas commencer à me raconter une histoire. Non, c'était compliqué, j'ai galéré. Non, vraiment, ça s'est fait assez facilement. Les gens étaient super bienveillants avec moi. Hey, là, moi j'ai vraiment une question, peut-être même, ben je dirais pas indiscrète, mais Là, je t'écoute. je suis vraiment curieux. Le public français, là, Mhm. et le public québécois. Ouais. C'est quoi les grosses différences là, que tu pourrais noter rapidement ici? Là? Euh, j'ai envie de te dire que le public québécois, il est plus connaisseur que le public français. Il est plus pointu sur l'humour. Ça veut dire que en France, on va plus facilement rire de blagues faciles, Ok. alors que ici, tu n'as pas le droit de faire des blagues faciles. Si t'en fais, eh ben, t'as de la chance si tu passes entre les mailles du filet. Ça veut dire que derrière, tu peux avoir un sujet facile, mais derrière, il va falloir aller chercher la triple, quadruple, quintuple lecture, aller chercher l'angle que personne n'a jamais utilisé. Je vais te donner un exemple tout simple. Quand je suis arrivé, la facilité, il fallait que je me mette en confiance. Donc, j'ai écrit des blagues sur les travaux les travaux à Montréal, l'état des routes, normal, tu vois. Mais je savais que ça allait être qu'une étape. Je ne pouvais pas rester là-dessus et prétendre à jouer dans des endroits comme l'Abreuvoir avec ce genre de blagues. Donc, c'est bien pour se mettre en confiance, mais le public québécois, il va pas te donner ta chance sur un an ou sur 6 mois avec ce genre de blagues. Donc, tu es obligé d'aller chercher des sujets qui n'ont jamais été abordés ou une manière de les aborder qui n'a jamais été entendue. Et à ce niveau-là, le public québécois, il te pousse à travailler fort et à travailler tes textes beaucoup plus fort qu'un public français où tu peux t'arrêter. Il y a tellement de monde en France que forcément tu peux aller choper des rires avec de la blague facile et te contenter de ça. C'est ça le truc, c'est que tu te contentes. Ici, tu peux pas te contenter. C'est que C'est pas aussi possible. le bassin est tellement plus gros en France que tu peux C'est faire ça. peut-être
je veux pas dire une tournée, mais que tu peux déplacer ton numéro dans tellement de comedy club avant vraiment que les gens peuvent dire, souvent, j'ai déjà entendu ce numéro-là. C'est Et, ça. T'as mis le doigt dessus. Quand j'ai écrit et que j'ai commencé à jouer, et ben, il a fallu que je réécrive 5 minutes par semaine parce que même sans avoir une chronique quelque part, parce qu'une fois que j'avais fait le Bad Boys du rire, le clébard, le bordel avec un numéro et qu'on me rappelait pour le faire, je pouvais pas revenir avec la même chose. Donc, allez, il fallait que je réécrive. Et souvent, le public, en fait, c'est un public fidèle dans ces endroits. Donc, je voulais pas. Et aussi, les gens qui te bookent, ils veulent pas te voir refaire la même chose. Donc, ils vont, même si c'est un peu moins bien, ils vont se dire, ok, il a travaillé, il a réécrit, il a essayé. Voilà, je le valide. Et ça existe pas. Enfin, ça existe, mais pas autant, pas aussi serré qu'au Québec. En France, à Paris, par exemple, tu peux jouer, il y a, allez, des soirées d'humour, il y en a, sans mentir, il y en a 40, 30, 40 par soir. Tu peux jouer 3, 4 fois d'affilée par soir. Ouais, ben, moi, la question que je me pose, c'est pas une discipline qui a nécessairement que. C'est pas nécessairement acquis en France, cette discipline de l'écriture, d'après ce que je comprends. Euh, c'est quoi qui t'a confronté quand t'es arrivé, puis là, tu t'es dit, je me lance dans le mot, je veux être solide sur mon stand-up. Oh, ok, il faut déjà que je réécris. Wow. Et c'est-tu quelque chose qui t'a frappé ou qui t'a confronté? Je peux te dire que j'ai pris une grosse claque parce que mon niveau d'exigence était, je l'avais déjà mis haut, Okay. mais ensuite, quand j'écrivais quelque chose que je pensais bon, derrière, il suffisait que je le brainstorm ou que je le pitch à quelqu'un, et je me rendais compte en fait que non, c'était de la merde, et que et en plus c'était argumenté, tu vois. Donc derrière, il était ok. Donc il y a ton ego qui est là et qui te dit mais non, mais je suis sûr que c'est bien. Mais en vrai non, la personne a raison. Et c'est des gens qui ont un certain niveau ici. C'est des gens, voilà, c'est des gens comme Anas Asuna, comme Oussama Fares, moi j'adore ce gars comme Yohan Kolev. C'est des gens qui sont des scientifiques de la blague. Donc forcément quand ils te disent ok, cette blague là laisse tomber, cette blague là laisse tomber, et toi tu penses avoir écrit la blague de l'année, tu penses voilà que tu vas faire une tournée avec cette blague, d'ailleurs voilà, c'est pas que ça te casse, mais moi ça m'a hyper motivé à aller chercher. Et donc forcément quand on écrit une et qu'il te la valide, tu dis voilà, c'est pas fake, tu vois, c'est que je suis sur le bon chemin. Mais là, je me demande, je suis curieux, je sais pas si c'est à quoi t'as pensé, mais peut-être d'aller faire un cours, c'est soit à l'école de l'humour ou avec Frank Grenier, pour peut-être, tu sais, juste un cours de soir, faut juste te mettre à jour avec ce qui se passe au Québec. Tu sais, des fois, la technique de travail est peut-être différente un peu. Je te parle de ça comme ça, là, je me demande si tu y avais pensé ou si c'est quelque Ouais, chose qui est dans tes projets. non, ça m'a traversé l'esprit à un moment donné. Et derrière, je me suis dit bon, je vais me donner quelques semaines pour voir comment ça se passe. Et en vrai, je peux pas prétendre que j'en ai pas besoin, mais ça colle pas avec ma manière d'écrire et de créer. Euh, j'ai adopté une méthode là qui fonctionne depuis quelques mois, maintenant depuis 2-3 mois, et ça me va bien. Maintenant, si j'en sens le besoin un jour, par exemple, si demain je dois me mettre à écrire des scénarios ou des scripts parce que j'ai des idées de séries, oui, là j'irai étudier, même si c'est en ligne, j'irai étudier parce qu'il y a de la technique, il y a le stand-up. Le stand-up, c'est un feeling, c'est une vérité, c'est plein de choses. Derrière, quand on chope des techniques, on a chacun la nôtre, ça va, en vrai. Pour elle, je te rejoins là-dessus parce qu'à l'origine, je voulais m'inscrire à l'école de jour, ben essayer au moins de passer les auditions et tout ça. Puis plus ça va, plus je me rends compte que moi aussi je vois à l'honnêteté parce que je suis quelqu'un qui est très dans l'anecdotique. Et tu sais, j'aime beaucoup partager des choses que j'ai vécues ou des choses que je vois et que j'observe. Fait que oui, j'enlève pas à l'école que ça m'apporterait sûrement certaines choses, mais je sais pas, je suis très très bien dans comment ça je procède présentement. T'sais, j'enlève pas que peut-être. C'est pour ça que je te disais tout le long, oui, regarde, j'aime ce que tu me dis là, ça me parle. En fait, je me dis que ce qu'il y a de pire chez un humoriste ou même chez quelqu'un qui fait des films, c'est quand on arrive
avoir à partir de l'œuvre terminée la technique. Tu vois, faut pas que ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un risque à prendre. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui n'a pas développé sa comédie et son humour et qui a développé sa technique, c'est quelque chose qu'on verra quand il jouera ou quand il performera. Maintenant, je sais que ça peut en aider certains parce qu'ils vont développer cette technique et derrière, ils vont développer leur comédie. Quand tu as développé ta comédie, que tu es sûr de ton sens de l'humour, vas-y, fonce, écris. On verra jamais ta technique vu qu'il n'y en a pas. C'est ta technique, c'est ta nature. Tu vois. Mais le plus important, c'est que ça soit drôle. On est d'accord. C'est là que tu vas marquer tes points. C'est le travail rendu. C'est ce que tu livres sur scène qui va te faire gagner des points ou peu importe, qui va influencer ta carrière d'une quelconque façon. Tu sais, les techniques, c'est juste des gens qui ont commencé à faire des constatations du sens de l'humour de quelqu'un. La première fois qu'il y a quelqu'un qui a utilisé la règle des trois, il n'a pas été à l'école. Enfin, c'est sorti instinctivement et on en a fait une technique, on en a fait une règle. La première fois qu'il a fait une comparaison, c'est quelqu'un qui a fait une comparaison. C'est pas des scientifiques qui ont fait des équations et qui se sont dit c'est une technique d'humour. C'est quelqu'un qui l'a sorti. On a vu que ça fonctionnait. On a transformé ça en technique. Donc l'humour, c'est à l'intérieur de toi. Tu sors les techniques sans même les connaître. Moi, des fois, j'utilise des techniques. On va me dire que c'est un nom. Bah, peut-être, c'est un nom. Mais moi, c'est mon sens de l'humour. C'est comme ça que j'arrive à surprendre les gens, à arriver à la chute, à arriver, tu vois, à closer mon numéro. Un bon punch-out ou un une bon bonne punch-out. construction. La première fois que j'ai fait un act-out, je savais même pas que ça s'appelait act-out. Je l'ai fait parce que instinctivement, ton sens de l'humour te pousse à faire ça parce que tu sais qu'en faisant ça, en disant de telle manière, ça va provoquer le rire. Ça s'appelle le sens de l'humour. Donc, ok, tu peux aller l'apprendre. À la limite, tu peux aller mettre des mots là-dessus, si tu sais déjà le faire. Mais je respecte ceux qui en ont besoin. Je respecte ceux qui pensent que ça va leur faire du bien et qui vont progresser, qui vont s'améliorer. Mais je respecte tout autant la personne qui va me dire, bah j'en ai pas besoin. Je vais peut-être mettre 3 ans de plus à faire mon réseau. Je vais peut-être mettre 2 ans de plus à maîtriser ma technique. Mais je fais confiance en mon sens de l'humour et un jour je comprendrai ma comédie. C'est tout. Ben, des choses qu'on entend souvent, que les gens disent que c'est ce qui aide, ben, tu sais, les gens... J'ai peut-être pas une moyenne de 50 témoignages, mettons, mais parmi ce que j'ai entendu beaucoup, c'est l'assiduité au travail, que ça aide vraiment pour ça. Le réseau de contacts, tu sais, des choses comme ça, puis aussi d'apprendre à se planter peut-être plus, parce que t'as une semaine pour écrire un numéro, tu présentes le vendredi devant les autres personnes de ton cours. On s'entend-tu que sur 2 ans, ça va arriver quelquefois, tu te plantes en tabarnak? Bah, c'est sûr. Bah, attends, on reprend tes arguments. L'assiduité au travail. Si t'es vraiment motivé par ce que tu veux faire, tu l'as, forcément. Si tu l'as pas, c'est que tu as un manque de motivation, c'est que tu as un manque de passion, c'est que tu n'es pas assez discipliné. Donc, celui qui veut réussir, il persévère, il est patient, il travaille. Ensuite, le réseau. Si, comme moi, tu as eu la chance d'avoir de la bienveillance autour de toi et de connaître des gens très rapidement, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que c'est pas en allant fréquenter les comédie clubs que tu te fais ton réseau? Alors, ok, tu as un réseau qui vient de l'école, qui sort de l'école, mais celui des comédie clubs, de boire un verre après, tu vois, de rigoler sur la blague, de rigoler sur le fait qu'on se soit planté, c'est ça qui crée le vrai réseau, tu vois. J'ai réussi à jouer dans plein de comédie clubs parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont vu sur scène et j'ai parlé avec des gens avant et après, des gens même qui m'ont pas vu sur scène, juste je leur ai raconté mon histoire, 1 ou 2 punch et ils m'ont programmé. Donc, le réseau, il est là. Et le 3e point, pardon, j'ai oublié. Il n'y a pas de problème. Regarde, je vais te sortir du trouble en enchaînant avec une question. Vas-y. Si on fait un gros rewind, là, Vas-y. quand tu étais plus jeune, il y a 20 ans en France, tu Ouais. t'es dit, je veux faire de l'humour, moi, dans la vie. Là. Mm-hmm. Moi, Mohamed, je m'essayerais pas à la 2e partie. C'est Radi. trop dur pour moi. Ouais, ben, moi, Radi, je veux faire de l'humour. Mm-hmm. C'est quoi qui a amené cette réflexion-là? C'est quoi qui t'a poussé à vouloir faire de l'humour? En fait, c'est un mélange de plein de choses. Tu peux pas te dire, ouais, tu te réveilles un jour et tu te dis, bah, allez, tu vois, c'est quelque chose que tu as en toi. Il y a des gens qui sont, on va dire, ils sont doués dans l'analyse, dans la logique. Il y en a qui sont doués dans la rhétorique. Il y en a qui sont doués dans la politique. Et moi, c'était de faire rire. Voilà. C'est bête, hein. Mais, à l'école, c'était de faire rire. Dans ma famille, c'était de faire rire. Les copains, c'était de faire rire. Est-ce que ça vient de mon père? Je crois, ouais, parce que mon père était un très, très, très grand farceur et il sortait toujours de la vanne dans les dîners, tout ça. Donc, forcément, il y a eu ce truc je copie, je regarde et ça me donne envie. Tu as le sens de l'humour,
pas te dire que c'est inné, mais tu as cette envie. Peut-être que tu n'y arrives pas, mais tu as envie de faire rire. Voilà, c'est une envie. Et un jour, eh ben, tu te dis, OK, j'ai envie, est-ce que je peux en faire un métier? Tu vois à la télé des gens qui le font, qui réussissent, qui ont du succès, et ça peut être un vrai métier. Tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Tu prends à partir du moment où tu lances une idée dans ta tête, les choses se font. Tu mets en place les actions. Tu décides de partir à Paris, tu décides d'aller frapper aux portes. Mais c'est pas genre un déclic du jour au lendemain. C'est vraiment une envie de faire rire qui est là tout au long de ta vie. Et à un moment donné, ben, tu mets en place les actions pour y arriver. Voilà. C'est ce qui s'est passé l'année dernière aussi pour venir à Montréal. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu me dis que ton père avait un bon sens de l'humour et tout ça. Déjà, il m'appelait Radi. T'as vu la grosse blague? Ouais. Ouais, dire, la grosse blague, moi, à toutes les fois, c'est pour ça que j'ai de la misère à t'appeler Radis. Parce que je suis un gars de campagne, puis dans mon jardin, je plantais toujours des radis à chaque 2 semaines, puis j'ai récolté. Fait que c'est pour ça que ça me mindfuck de t'appeler Radis. Mais non, il faut pas. En fait, je vais donner la vraie explication, la vraie traduction. En fait, Radi, ça veut dire, c'est un prénom arabe qui veut dire le béni. Ok. Voilà, donc en arabe, ça ne veut pas dire le légume du tout. Donc voilà, donc juste vois-le avec sa signification arabe et tu verras que ça va passer. Ouais. Un gros merci parce que là, je commençais à le voir des tiges pousser sur la tête. Là. J'avais de me dire, bon, il fait ses murs ou on le laisse encore 2-3 jours. Là. Non. non, c'est bon, ça va. Je suis pas comestible. Merci de m'avertir avant que je prenne une bouchée. Je t'en prie. T'as envie de me manger, c'est ça? Ben non, je dirais peut-être pas ça de même, mais c'est juste que à chaque fois, tu sais, c'est un lien. Je suis en campagne, un radis pour moi, c'est ça, mais merci de l'explication. Pas qu'à la campagne, en ville aussi, ça. Ouais, mais tu sais, j'en ai tellement planté dans ma vie que c'est comme un automatisme. Ok, ça marche. Je te crois. Tu disais... Ben, ok, non, ouais. Je vais reworder ma question. Comment est-ce que tu décrirais ton humour? Tu sais, peut-être, de façon générale, peut-être pas un numéro en particulier, mais en général. Je me laisse la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que je peux faire des trucs très pas très subtils, mais très légers. Voilà. Par exemple, j'ai fait une capsule aujourd'hui sur Tinder. Et celle d'il y a 4-5 jours, c'était sur la liberté d'expression, tu vois. Donc, je me laisse vraiment la porte ouverte à tout. On va dire que au-delà de comment je qualifie mon humour, c'est peut-être plus un style, j'essaye d'amener les choses, pas avec du malaise ou pas avec pas en choquant, mais avec un truc un peu cool, tu vois. C'est vraiment la coolitude, le sourire, la bienveillance, là, tu vois, genre, on rigole, on se marre, ça va, il y a pas de problème, voilà, on fait des blagues, même quand il y a des commentaires. J'ai pas beaucoup de commentaires négatifs, tu sais, des gens qui rentrent dans des débats, tout ça. Et j'en ai parfois sur des sujets, je m'y attends pas. Tu sais, genre j'ai fait une capsule sur quand t'attends chez le docteur, tu sais, genre on attend tous chez le docteur. Ouais, j'ai vu celle-là. J'ai fait une capsule là-dessus, j'ai eu des commentaires du genre ouais, mais t'as pas le droit de critiquer, ils font leur maximum. Je sais mais s'ils font leur maximum, qu'ils prennent pas un rendez-vous toutes les 10 ou 15 minutes, s'ils veulent prendre leur temps avec les et même ça en fait, je désamorce tout de suite en disant c'est des blagues, je fais pas de débat, il y a plein de sites, il y a plein de comptes Instagram, si tu veux faire des débats, vas-y. Si tu veux rigoler, on rigole ensemble. Voilà, fin de l'histoire, tu vois. Et même là, je suis en train de débattre, donc t'as un petit peu gagné, tu vois. Donc, je désamorce souvent. Moi, j'aurais cru que... Je sais que tu as parlé de la COVID. J'ai tellement écouté de contenu ces derniers jours que c'est un petit peu plus vague, mais je sais que tu as fait une intervention peut-être plus au niveau de la COVID. Je ne sais plus exactement du contenu. La capsule sur la COVID, c'était pas sur la COVID en soi, c'était sur les gens qui parlent de la COVID. Oui. Puis, et je disais que ces gens-là, ils m'énervent. Je m'attendais à ce que tu aies des haters au bout sur celle-là. Puis sur les autres, ça a bien été, mais non, c'est le médecin finalement. Là. Mais en fait, j'ai vraiment une communauté. J'ai pas beaucoup de followers pour l'instant, mais les gens que j'ai me suivent vachement. Ils relayent vachement les capsules et ils sont très très bienveillants. En général, 99% des réactions que j'ai, c'est cool. C'est vraiment cool.
Bon, ça me va. Mais j'ai pas envie d'avoir 80 000 followers et me taper genre que plein de messages négatifs, tu vois. Ouais, c'est un petit peu la même chose avec les têtes creuses. Tu sais, là, mon audience, ça grossissait beaucoup au début. Puis là, j'essaie de la garder comme qu'elle est là. J'aime bien ça. Même si on n'est pas beaucoup. Mhm. C'est que, au moins, ça évite que des personnes corrosives, voyons. C'est ça. Pardon, j'avais encore du reflux. Que des C'est bien. personnes corrosives se glissent dans l'eau puis viennent créer des malentendus ou peut-être du tirage de cheveux virtuel. Là. Ouais, enfin, faut que, enfin, faut que ce soit bienveillant et positif, tu vois. À la base, nous, on est là pour faire des blagues, pour faire rire. À partir du moment où t'accueilles la frustration de certaines personnes, c'est pas cool. Moi, c'est pas mon but. Je donne mon point de vue, ce que j'ai remarqué. T'es ok, c'est cool. T'es pas ok, c'est cool aussi. Mais me le dis pas. Tu vois, me prends pas la tête. Me prends pas la tête parce que moi, je vais pas aller dire quand ça va pas. Tu vois, je le garde pour moi. Enfin, pas parce que j'ai peur de dire quoi que ce soit, ou pas parce que c'est juste que, enfin, j'ai pas envie en fait. Tu vois. Ben, c'est surtout l'approche, la façon de le dire puis l'approche. Mhm. C'est déjà arrivé que il y avait quelque chose qui me dérangeait chez un créateur de contenu. Mhm. Puis je l'ai pas dit sur en public ou quoi que ce soit, en commentaire. J'ai Mhm. écrit en privé, puis j'ai Mhm. expliqué mon point de vue de façon Ouais. polie. Puis il Mhm. m'a dit oui, t'as raison, je sais qu'il y a ce problème-là dans mon contenu. Mhm. C'est quoi tes idées pour essayer d'améliorer ça? C'est cool. Ben c'est ça, mais c'est la façon d'arriver. Tu C'est ça. sais, chialer pour chialer, c'est totalement inutile, ça n'apporte rien. Ça fait Ouais. créer des zizanies, puis. Mais il y a des gens, j'ai l'impression que c'est leur activité principale. Oui, C'est, ils se lèvent le matin, ils vont chercher des posts, ils vont chercher des publications. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire chier aujourd'hui? Ok, mais genre bien, tu sais, gratuitement. oui. Genre, c'est leur, et au-delà de ça, je sais pas si tu as vu récemment, il y avait un cas avec un humoriste de Montréal qui a fait l'émission Mon prochain stand-up. Bollock, je crois. C'est Bollock, c'est ça? Pour d'être honnête, je me sens tellement comme un ingrat. J'ai pas écouté du tout le prochain stand-up. Puis je me J'ai dis vu tout le une temps, émission. Ouais. je me dis tout le temps, faut que j'aille écouter ça. Puis je me sens tellement ingrat que j'oublie quand j'arrive chez nous de l'écouter. Fait que finalement, je l'ai pas écouté. Bah, il a fait c'est juste pour revenir en fait à la quantité de gens qui déversent, tu sais, des trucs négatifs et de la haine. Il a fait moi j'ai pas suivi du tout l'affaire. Il a fait un numéro sur une personne je sais pas, qui est un peu complotiste entre guillemets, je pense que c'est ça. Ouais, Et c'est ça le une thème personne exact. publique, c'est ça, une personne publique. Et ils ont passé un de ces extraits dans la promotion. Alors avant même que les gens voient son numéro, ce qui tournait sur la chaîne de télé, c'était ce passage-là. Et du coup, ça a été repris sur le site internet et il a eu un déversoir un déferlement de messages qu'il a publié d'ailleurs sur Facebook. Et moi, je lisais ça, je suis waouh, ça s'attaque au physique, ça s'attaque à ci, ça s'attaque à ça. Les gens n'ont même pas vu son numéro en vrai. Et ça s'est calmé, mais j'étais super étonné en fait. Déjà lui, il l'a super bien encaissé, ça c'est cool. Mais j'étais super étonné en fait que du temps que les gens ont à perdre. C'est ça en fait qui m'a étonné. Je veux dire, ils ont du Ben, temps à perdre. c'est ça qui est dommage avec la télévision ou peu importe. Ou même Mm. avec des chaînes de nouvelles, c'est que un extrait, c'est tellement difficile à faire. Je le sais parce que j'en fais pour le podcast. C'est Ouais. tellement difficile à faire Mhm. que ça rende justice autant à l'invité de Mhm. pas prendre juste une partie où c'est que ok, là Mhm. ça tombe compromettant ou tu sais, est-ce que Mhm. la personne que j'ai reçue est à l'aise avec ça? Mhm. Puis, tu sais, aussi moi de mon côté, pour pas que j'aille l'air d'un crise de cave, que j'ai coupé ma phrase puis que finalement on comprend pas Ouais. pourquoi que je dis. Ouais. Ouais, mais tu sais, les Français là. Non, Ouais. non, Non, c'est vrai que le montage, ça peut être traître. Après, tu sais, nous, en tant qu'humoriste, si on veut faire ce métier-là, il faut s'attendre, on signe un deal. Il faut être prêt, il faut s'y attendre, et ça va arriver, et les crottes de nez, elles vont arriver, et si, tu sais, les croche-pattes, ils vont arriver. Donc, si t'es pas prêt dans ta tête psychologiquement à accepter ce genre de choses, voilà, arrête tout de suite.
arrête tout de suite, tu vois. Faut être blindé à tous les niveaux. Même la personne la plus clean, la plus cool du monde, elle se prendra des haters. Oui, mais lui, il est trop clean, machin. S'il est trop lisse, ça le fait pas. C'est un moine, c'est le moine de l'humour. Enfin, tu te prendras quoi qu'il arrive des choses. On peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Surtout que moi, c'est clairement pas un désir que j'ai, étant donné que je suis peut-être un petit peu plus trash par moment. Peut-être moins dans le podcast parce que c'est pas la place pour ça. Mais mes histoires un petit peu weird, je vais les garder pour peut-être plus le stand-up, mais c'est ton droit. C'est ça, mais ce qui est plate, c'est que quand l'un vient contaminer l'autre, quand un projet vient entacher sur un autre projet, c'est ça qui est plate des fois, là. Après, c'est aussi, je veux dire, c'est aussi à toi de gérer ça avec toutes les cartes que tu as en main. Si tu sais très bien que sur scène, les numéros que tu vas faire sur scène vont impacter sur le reste de tes activités, qu'est-ce qui est le plus important, comment faire pour éviter ça. Ou modérer. Voilà, c'est aussi une réflexion que tu dois avoir sur une globalité. Tu vois. C'est d'autant plus que tu maîtrises la chaîne de A à Z, tu maîtrises ce que tu dis sur scène, tu maîtrises l'angle que tu vas avoir sur... Il y en a qui le font très bien, il y a des gens, tu les vois sur scène, tu dis « Waouh, qu'est-ce qu'il dit, où il va ?» Et à côté, ils ont des émissions qui drainent plusieurs millions de téléspectateurs et ça le fait, ils arrivent vraiment à gérer ces deux aspects, ils arrivent vraiment à cloisonner, ils savent que la scène, c'est la scène, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et après, ils savent que quand ils ont une audience un peu plus large et qu'ils ont un média qui prête pas à ça, ils sont différents. Et je vais même dire qu'il y a des gens qui ont des publics différents. Là, je suis désolé, je veux te ramener, avant qu'on s'éloigne trop de ça, tes capsules, j'ai remarqué que ça t'est venu comment l'idée? Puis c'est quoi tout le planning autour de ça? En fait, si tu veux, tant que ça jouait, tant qu'il y avait des soirées d'humour, c'était cool. Quand j'ai commencé à sentir le vent tourner, je me suis dit bon, le premier confinement, je venais d'arriver, ok, là c'est pas possible, là j'ai pas d'excuses, je connais du monde, je sais comment écrire, je me suis mis dans une logique d'écriture, ok. Alors si on peut pas jouer sur scène, qu'est-ce qu'on peut faire? Vidéo, il faut pas que ça soit trop long, il faut pas que ce soit des sketchs, il faut que ça soit très simple à réaliser, ok. Donc capsule, 1 minute, 2 minutes, seul, face cam. Ok, de quoi je vais parler? Je n'ai pas envie de faire un truc qui a déjà été fait, mais en même temps, face cam, ça a déjà été fait. Mais il faut que je trouve un angle original. J'arrête pas de dire, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai remarqué. Ok, j'ai remarqué. Je voulais au début faire un truc, j'ai remarqué, qui serait vraiment, qui collerait à la Covid et au contexte actuel. Et j'ai fait, non, je vais juste faire, j'ai remarqué. Comme ça va me laisser la porte ouverte à plein de choses. Je peux parler autant de choses qui vont parler aux Français, autant de choses qui vont parler aux Québécois, aux Montréalais, en temps de Covid, actualité, pas actualité. Et c'est venu en marchant, en traversant le parc La Fontaine. Voilà, je réfléchissais. Souvent, les idées, elles viennent en marchant ou sous la douche. C'est bizarre. J'arrive pas à faire de lien parce que je peux pas marcher sous la douche. Et du coup, c'est venu en marchant et je me suis dit, ok, après, dès que l'idée est arrivée, j'ai mis les actions en place. Je me suis acheté un petit peu de matériel très léger, un micro, histoire que ça fasse le plus propre possible. J'ai commandé à un ami une petite animation pour que ça soit clean. Je lui ai dit, envoie-moi ton logiciel de montage, fais-moi une petite formation. On a fait une petite formation de 3 heures. Je voulais vraiment être autosuffisant pour pouvoir gérer ça et n'être dépendant de personne. Et voilà, j'ai mis des actions en place, ça a duré 2-3 jours. Et le premier jour de la pandémie, je me suis engagé sur Instagram. J'ai dit, à partir de jeudi, il y aura un épisode par jour. Et ça a été, voilà. Ça a été écriture des épisodes, ça a été planification, boulot, je scripte les trucs, enfin, tu sais comment ça se passe après. Mais là, je vais espérer pour toi que la période, c'est qu'on est plus restreint, ne perdure pas plus longtemps, parce que le Legault, il a très bien dit au début, c'est pour 28 jours pour l'instant, ça va peut-être rallonger, là, ça va peut-être être un peu dans le jus si ça dure on est d'accord, psychologiquement, on est prêt à que ce soit plus. Parce que t'imagines, la personne vient et te dit, alors on va être confiné pendant 3 mois. Tu vois, c'est pas possible, ça n'existe pas. Psychologiquement, les gens vont très mal l'accepter. Alors que si tu dis 28 jours, ok, et dans 20 jours, on leur dira que ce sera un mois de plus. Ok, c'est bon, de toute façon, c'est comme ça, on est habitué. Et le mois d'après, allez, on doit encore pousser 15 jours, 3 semaines, pardon, celle-là c'est moi qui ai un reflux. Non, ça va se faire par étapes, mais je pense sincèrement que 28 jours c'est tout short pour
pour maîtriser le truc comme il était parti. Je pense qu'on en a pour 2 mois, 3 mois. Mais ça, est-ce que tu vas suivre la tendance si ça perdure plus longtemps? Ouais. Est-ce que tu vas garder tes capsules quand même quotidiennes? Si on repousse le confinement, je continuerai à en faire une par jour. J'ai des idées parce que là, j'ai des amis en fait qui regardent les capsules, qui aiment vraiment. On est en train de réfléchir à des guests, à une manière de le développer, à le rendre un peu plus cool parce que je sais que ça peut être monotone au bout de 28, toujours la face cam machin. Donc on est en train de réfléchir à peut-être des interventions extérieures, des guests, des featuring, d'humoristes de la relève ici à Montréal. Ça pourrait être cool. J'ai aussi des amis en France qui aimeraient bien intervenir dans l'une d'entre elles. Je suis en train de réfléchir à des idées. Je vais essayer d'en faire quelque chose d'original et un peu varié. Si vraiment ça doit se développer, si vraiment ça doit continuer après pendant 30 jours, je vais essayer de faire de temps en temps. J'ai déjà commencé en changeant un peu les génériques, en variant mes idées de montage, en incrustant des images des fois, en mettant des petits effets sonores. J'essaye mais oui, je continuerai. Si le confinement est prolongé, je continuerai. Ouais. Ok, nice. Puis là, rapidement, je vais te parler. Je sais que tu as participé, là, je veux pas me tromper dans le nom. Festipark, c'est-tu le même que Lucas il avait appelé son show? En fait, c'était les pique-niques et humour. Ouais, c'est ça. Et le dernier jour, en fait, c'est un samedi, ils ont fait le Festipark toute la journée. C'était cool. Ouais. T'as participé ben là, je sais pas si c'est participer au Festipark ou au pique-nique et humour, là, je sais pas. J'ai fait 2 fois le pique-nique et humour. Et Lucas, il m'a invité sur le dernier samedi sur le Festipark. Ouais. Ok, nice. C'était cool. Puis, c'est quoi ton appréciation de l'humour dans les parcs? Je sais que à la dernière soirée de PA et c'est palpitant, il y a peut-être eu un petit peu de tension avec Lucas qui disait ah ouais, complimente, ah ouais, je t'écoute, rajoute-en une couche. En fait, si tu veux, le premier pique-nique humour que j'ai fait, c'était au mois de juillet. C'était la première scène que je faisais après le confinement, après tout. Okay. Ça a été génial. Même si ça a été compliqué pour moi sur scène, parce que je me suis vautré, tu vois, ça a été dur. Mais j'en ai tiré le positif, c'est-à-dire que, voilà. J'ai tenu la scène pendant 5-6 minutes. Le public était vraiment cool, était vraiment bienveillant. Tout l'été, ça a été vraiment de bonnes conditions. Lucas a bien organisé ça. Et ensuite, il y en a eu plein à travers Montréal. Mon ressenti, c'est que on avait tous envie de jouer. Donc forcément, en attendant que les comédie clubs réouvrent, c'était super de jouer dans ces conditions-là, de jouer devant un public avec un micro, c'était l'essentiel. Forcément, c'était des conditions qu'on connaissait pas. Mais je pense que cette pandémie a créé ce type de festival et je suis sûr que l'année prochaine, il va y en avoir, mais vraiment des officiels bien organisés dans les parcs, hors pandémie et tu vois, et comme quoi il y a des choses positives dans tout. Et le fait que ce soit aussi gratuit à la libre participation, ça ramène un public différent, du coup qui vont venir nous voir dans les comédie clubs après nous avoir vus au parc. Il y a vraiment aussi un côté culturel. Tu sais, moi, j'ai vu cette année à Montréal, les gens sont fans des parcs, les barbecues, les anniversaires. Enfin, peut-être que c'est à cause de la pandémie, mais j'ai vu qu'ils vraiment ils fréquentaient beaucoup les parcs. Donc, leur amener l'humour là où ils chill, c'était vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé les 3 expériences que j'ai eues en parc. J'ai adoré. C'est un travail particulier, c'est un travail différent, mais comme tous, tu sors de ta zone de confort, donc tu travailles, donc tu te réinventes. Donc, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Ben, puisqu'on en parle de sortir de sa zone de confort, yes. Je me demande si t'es aussi inconfortable que moi, pas à mon premier, mais à mon deuxième passage à PA c'est palpitant de faire de l'humour sur le web. Wow! Ah ouais, j'avais jamais fait ça et du coup, c'est un exercice particulier parce que t'as pas de retour. J'ai fait le happy ending au Car Drive
c'était un gros événement aussi, ça. J'ai partagé la scène avec des gros noms, avec Mehdi Boussaïdan, avec Rachid Badouri, avec Eddie King. On a vraiment partagé une grosse scène et c'était face à des voitures. Mais tu avais une grosse énergie qui venait. Tu avais les klaxons, tu avais les gens, t'entendais les gens. Donc c'était un peu différent. Mais sur Internet, c'était waouh. Parce que si t'es pas dans un délire où tu dois imaginer les réactions, tu vois, je sais pas si c'est vraiment du stand-up pur. Je pense que c'est plus c'est un gros monologue où tu dois vraiment te sentir à l'aise pour raconter tes blagues en t'attendant pas à quelconque retour. Voilà, juste ouvre les vannes, lâche-toi, dis tes blagues le plus naturellement possible, dis tes lignes le plus naturellement possible, parce que si tu essaies de reproduire le même effet que tu as sur scène, c'est mort. C'est mort parce que tu vas attendre tes rires, la rythmique c'est pas la même, enfin, il y a plein de choses qui sont différentes. Mais c'était cool, c'était une bonne expérience. Ah, mais tu viens de tellement mettre le doigt sur quelque chose, hein. Tu le sais pas, mais tu viens de mettre le doigt sur mon expérience avec POS et Palpitant. Le premier passage, j'avais un texte que j'étais très confiant, que je connaissais très bien, j'aimais le texte, j'avais hâte de le livrer, ça a été number one. J'ai même eu plus de réactions que je m'attendais, là. Tu sais, autant devant un écran, là, j'ai eu beaucoup de réactions. Puis mon deuxième passage, bullshit. J'étais arrivé, 5 minutes avant, j'ai décidé d'improviser au lieu de faire ce que j'avais préparé. Puis moi, je suis quelqu'un que, quand j'improvise, je me nourris de ce que les gens me donnent. Ça a craché totalement, mais j'ai aimé ton explication parce que ça avait exactement mis le doigt sur ce qui a fait que la deuxième fois, je me suis planté. Puis ça a tellement été un saccage, une tuerie. Regarde. Je suis sûr qu'il y avait du sang partout sur mes murs quand j'ai eu fini. Là. Pour ceux qui sont rouges. Avant, c'était tout blanc. C'était tout blanc avant. Là. T'as l'air d'être traumatisé par cette expérience. Oui, vraiment. La saison 2, je sais pas si j'ai le goût de participer. T'as remis en doute toute ta vie. Non, faut pas. En fait, t'as appris que tu dois pas être dans un mode où t'attends un retour pour baser ton rythme là-dessus. Écris tes lignes, sois sûr de tes blagues, livre-les comme si tu les livrais en brainstorming et continue, tu vois, mais il faut être sûr de soi à 850%. Si t'as le moindre doute, c'est mort. Plus jamais d'improvisation sur le web. Plus jamais. L'improvisation, c'est 80% le feeling que tu as avec la personne avec qui tu improvises, avec la salle, avec une énergie. Tu vois, tu as des gens qui veulent improviser pour improviser, ils se trompent même sur scène. L'improvisation, c'est un art, tu vois. C'est même quand tu fais du stand-up et que tu improvises, moi, la plupart des gens que je connais qui sont forts en improvisation, toutes leurs impros sont préparées, même en stand-up. Ils ont des lignes écrites par rapport à telle ou telle situation. Ils ont tellement bouffé de scène, ils ont tellement eu de situations différentes que ils savent que cette ligne-là, par rapport à cette situation-là, elle va faire mouche, tu vois. Je suis très peu d'impro. Mais vraiment, le problème, c'est que moi, c'est vraiment, je me nourris de même une personne. C'est suffisant, mais en tangible. C'est l'erreur que j'ai faite, puis je me suis tellement détruit. C'est une expérience, c'est moi, t'as appris, ça va. Oh ouais, mais c'est ça. Comme que je disais là, d'ailleurs, à la fin du mois, je reçois PA et Fania sur le show. Puis, si PA me dit « Ah, tu vas souvenir à la saison 2 », je sais même pas quoi répondre. Réponds oui. Je suis pas un choker, fait que si je dis oui, je vais être là. Réponds oui, reste pas sur cette expérience. De toute façon, j'ai déjà des numéros d'écrit. Voilà. À part que j'ai choke 5 minutes avant et que je décide de faire de l'impro, tout devrait bien aller. Je t'en empêcherai. Je t'appellerai 5 minutes avant, je te dirai, fais pas ça. Oublie cette idée. Je sais que tu y penses là, je sais que ça te tente, mais ne fais pas ça. Je te le dirai, moi. Tu dirais-tu que tu fais... Là, j'avais cru capter... tu vois, toutes les fois que je parlais avec un Français, je dis le putain de mot capté, puis là, je viens de dire putain. Fait que là, je me sens mal, je fais de l'appropriation culturelle, désolé. C'est pas volontaire, tout le monde. T'as pas le droit. Mais, non, c'est ça, j'ai cru voir... Ouais, ça c'est plus québécois.
que tu faisais de l'anecdotique parfois dans tes numbers. Est-ce que c'est quoi qui est plus représentatif d'une grosse partie de ton humour ou Non, moi ce qui vient plus me chercher, ça va être de l'analyse, tu vois, de l'observation. De l'observation et aussi des théories. Par exemple, je vais sortir un sujet, je pense que, tu vois, ou j'ai deux théories. Ou est-ce qu'on s'en va là? Ou est-ce que la suite logique de ça, c'est ça, tu vois? Par exemple, j'ai un numéro où je l'ai mis sur Internet, donc je me permets d'en parler. C'est un numéro que j'ai fait au bordel où je dis que je suis un fan de films de science-fiction. Et j'ai remarqué deux choses dans ces films-là. C'est que la première, il parle très souvent du futur et très exactement du futur. Et que la deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'arabe dans ces films-là. Tu vois? Je l'avais vu, j'attendais le petit punch, j'ai adoré. Là. Et derrière, je dis, voilà, moi, je veux voir avant de mourir un arabe dans un vaisseau spatial qui dit on passe en vitesse lumière. Je croirais à la fin des discriminations quand je verrai un arabe faire ça. Et du coup, j'enchaîne et ça fonctionne en fait. Tu vois, quand je mets le doigt sur des choses que j'ai vues ou que j'observe ou que j'ai remarqué, bah, du coup, c'est le truc de j'ai remarqué. C'est ça qui me représente le plus dans ce que je fais. Quelqu'un de très, très analytique. Ouais. Par exemple, j'ai analysé mon divorce. Parce que j'ai deux enfants de mon divorce et j'ai analysé en fait comment ça se passe quand tu divorces. J'ai analysé ce qui est de plus compliqué, ce qu'il y a de plus chiant quand tu as des enfants et que tu divorces, c'est quand ton ex-femme retrouve quelqu'un et que ce mec, c'est un meilleur père que toi. Tu vois. Et du coup, ça parle à beaucoup de gens. Et je dis qui m'énerve. Tu vois, je dis ce qui m'énerve dans ce qu'ils font, parce qu'ils font des trucs super fun, tu vois. Voilà, c'est vraiment des fois, ça part d'anecdotes personnelles, mais très souvent, ça glisse souvent sur de l'analytique et sur du point de vue. C'est un heureux mariage entre les deux, là. Ouais, mais je pense qu'il faut partir de vérité, de choses qui t'arrivent, de choses que tu penses ou de choses qui pourraient probablement t'arriver, pour que ça soit authentique. Si les gens sentent que c'est pas authentique, ils accrochent pas. Même si ça a rien à voir avec eux. Quand je parle du divorce, les gens qui sont dans le public n'ont pas nécessairement divorcé, mais ça vient les chercher parce qu'ils savent que c'est mon histoire, ils savent que c'est vrai, ils savent que je l'ai vécu. Tu sais, ça sent le vrai. Ça sent, je suis tellement engagé quand je dis que ça me fait chier, c'est que tu vois, je peux pas mentir là-dessus. Ouais, mais ça, j'adorerais voir ton numéro parce que ça décrit beaucoup de la situation que j'ai vécue pis tout ça. Fait que là, je suis comme vraiment curieux de... Mais là, on brûlera pas ton number sur les intranets, là, mais... non, ouais, j'ai développé ça avec des angles, avec des points de vue, peut-être que les gens ont vécu, mais ils ont peut-être jamais mis le doigt dessus. Donc, j'essaie de mettre le doigt sur des choses qui touchent et qui me touchent. Et d'en faire un truc drôle, forcément. Tu sais, comment mes filles, elles appelaient leur nouveau beau-père au début. Est-ce qu'elles savent pas comment trop l'appeler, donc elles finissent par l'appeler tonton, tu sais. Et là, j'ai une discussion avec elles où je leur dis que c'est pas leur tonton, parce que c'est pas le frère de papa et c'est encore moins le frère de maman. Parce qu'il baise maman. Puis papa, il prête pas maman à son frère non plus. C'est pareil, ça c'est une bonne blague. Et papa, il prête pas son frère à maman non plus. Ouais, donc c'est toutes ces choses-là qui font que les gens, ça leur parle, même s'ils ont pas divorcé, même si... ouais, donc ouais, voilà un peu où je m'en vais, comment j'écris mes blagues. Nice, ben pour vrai, j'adore, ben... On dirait que c'était très très réfléchi. Est-ce que tu as préparé la question par hasard? Parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi réfléchi. Mais vraiment, chapeau. Merci, c'est gentil. Là, je suis en total impro. T'as vu, tu m'as pas envoyé de questions ni rien. Ouais, non, mais j'aimerais faire ça des fois. En vrai, je prépare ce podcast depuis 2 semaines. Je travaille jour et nuit là-dessus. T'as vu? Ouais, ben c'est ça. Ce qu'on sait pas, même moi je le savais pas. T'es un planteur de ton bord, là. Ouais, c'est ça. Pas trop vite, les amis. On ralentit la vitesse, là. Alors, tiens, remonte un peu. Non, ben là, tu vas peut-être demander à ton gars du prompteur d'augmenter la vitesse parce que si t'avais des plugs, j'irais avec ça. Ouais. Bah écoute, pendant le confinement,
On est d'accord qu'il y a tous les jours ma capsule sur Instagram. Je la mets sur Instagram et sur Facebook, mais en priorité sur Instagram. Monsieur Radi sur Instagram, c'est très simple. Ensuite, il va y avoir, après le confinement, on va recommencer les soirées du Loco Comedy Club. C'est le concept. Ça s'appelle Loco Comedy Club. Il y a aussi un Instagram qui s'appelle Loco MTL. Et ça va être le jeudi. 2 fois par soir, à 19h et à 21h. On a déjà dealé ça avec l'endroit. C'est à la marche à côté. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui veulent quand même suivre tous les épisodes, les capsules en compact, en compilation, je vais mettre 3-4 épisodes par vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Monsieur Radi. Voilà. Nice. Et après, pour la suite, on verra, il y a des soirées, les open mic sur Montréal, les soirées régulières. J'ai déjà des amis qui m'ont booké, donc... C'est peut-être plus de suivre tes pages puis tout ça pour d'être plus à l'affût, pour te voir sur scène en dehors du loco et tout ça. Ouais, c'est ça. En général, j'annonce l'endroit où je joue en story sur Instagram. Good. Moi, si t'as fini avec tes plugs, je vais enchaîner avec les miennes. Enchaîne. Nice. Bon. Comme toujours. Suite à ma nouvelle habitude, comme toujours, si tu veux soutenir l'association TCC ou l'association des traumatisés cérébro-crâniens, c'est facile. Tu vas sur la bannière que je viens d'ajouter, assotcc.org. Puis là, à partir de là, tu peux faire un don via le lien PayPal ou si toi-même, tu as un TCC, donc un traumatisme cérébro-crânien pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose. C'est facile. Tu peux devenir membre à une association de ton secteur sur ce lien. Fait que tout le monde, je vous laisse avec ça entre les mains. Vous savez le choix qui vous appartient. Sinon, si tu veux si t'aimes le podcast, puis que t'aimes le projet, puis que t'aimes bien me voir parler avec des humoristes qui ont moins la tête creuse que moi, mais que j'essaie de leur rentrer dans la tête, qui ont la tête creuse, ça va continuer si tu t'abonnes sur la page Facebook Les Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube ma chaîne Louis Dumas, sur Twitch ma chaîne Louis Dumas 32. Sinon, comme toujours, j'apprécie les commentaires positifs ou négatifs s'il y a du contenu dans votre négativisme. Si vous me faites du négatif vide de sens, pas compliqué, je supprime ou je vous roast un ou l'autre, dépendamment de mon humeur. Sinon, les partages aussi sont les bienvenus. Ça aide les humoristes qui passent à mon podcast à se faire connaître, à se faire voir. Fait qu'on est toujours bien heureux quand on a de la visibilité. Sur ce, t'avais-tu un mot de la fin, Reddy? Merci Louis pour l'invitation. Je te souhaite plein de succès et voilà, j'espère que les gens ont aimé cette discussion et moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Un gros merci à toi, Reddy. Parce que, honnêtement, comme que je dis toujours, il me semble que je change sur Angelina. Toutes les fois que quelqu'un me dit merci, mais je vais la sortir encore. Si personne n'accepterait de venir, il n'y en aurait pas de podcast. C'est vrai. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir et c'était mon premier podcast. Ah, nice! Tu vois, donc je l'oublierai jamais, Louis. Merci pour l'invitation. On vit-tu des beaux moments aux têtes creuses? C'était magnifique. Mais vraiment, c'était cool. C'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Yes, merci. Je t'en prie. Sur ce, à la semaine prochaine, tout le monde. En espérant vous revoir. Ciao. Ciao.